Salut, bienvenue à tous fidèles à votre émission Quoi de neuf sur Zouk TV. Et aujourd'hui, nous allons parler avec quelqu'un que vous connaissez, vous la voyez de temps en temps, assez souvent d'ailleurs sur Zouk TV, Juliette Esmeralda. Elle est docteur en sociologie, enseignante, consultante, essayiste, chercheuse. Bonsoir, bonjour Juliette, comme vous voulez. Oui, bonjour Michel. Merci de me recevoir. Oui. Alors, oui, les titres, c'est une tradition de les décliner, mais... Il faut savoir à qui on a affaire, là. Oui, mais ce qui est important, c'est... Merci aussi à Zouk de permettre ça, parce que ça a été décidé vraiment un peu sur le fil de rasoir, dernier moment. Mais voilà, Manuela, c'est une personne extraordinaire. Ah oui, elle est formidable. Là, j'insistais, alors là. Ah oui, Manuela. Number one. Et vraiment, voilà, je pense que voilà, sans Manuela, on aura un sentiment de vide, mais on verra. Alors, on revient aujourd'hui avec un livre, Florilège. C'est un concentré de 8 textes de réflexion qui méritent un lectorat plus large, etc. Alors, c'est je ne vais pas dire un produit, c'est un travail que tu avais sorti, ça fait combien de temps à peu près? Non, c'est un ensemble de réflexions. D'abord, l'idée de mettre tous ces textes-là, d'en faire une compilation, c'est parce que je sais que beaucoup d'étudiants, bon, ils me le disent, et beaucoup d'étudiants s'inspirent de mes travaux de recherche, parce que sans aucune forfaiture, je reste dans ces domaines-là pratiquement la seule, comme sur le thème des cheveux. Ouais. Donc, il était question pour moi de mettre ça, de Florilège, c'est une compilation, des articles qui sont parus, il y en a qui sont très récents, il y en a 2 que j'ai vraiment un peu concocté pour le texte, hein, c'est notamment un texte sur la peur, mais ce sont des textes qui ont une existence parfois assez longue, mais qui ne sont pas connus du public. Et pour moi, c'est important qu'on me cantonne dans le domaine de l'esthétique capillaire ou des cheveux, parce que je suis une sociologue. Polyvalente. Surtout, voilà, polyvalente comme tu dis. Et si on regarde les titres de mes ouvrages, on voit que je n'ai pas travaillé que sur les cheveux. Donc Florilège, c'est surtout un travail à vocation documentaire. Par exemple, les étudiants voient des textes de réflexion, les textes seuls, etc. Nous avons des thématiques. On va par exemple parler de la première thématique, écrire et dire la parole d'opposition. Ça, c'est le premier chapitre. Oui, ça, je l'ai concocté. Bon, j'avais déjà réfléchi. La parole d'opposition. Oui, parce que moi, c'est ce qui a fait qu'on a grillé ma carrière. C'est que lorsque je suis arrivée à Martinique, chercheur pleine d'énergie, qui ai renoncé à un poste à Strasbourg, à une stratégie d'inclusion à l'université de Strasbourg, où j'exerçais déjà depuis 7 ans, j'ai dit non, mes recherches concernent mon peuple. Donc, je préfère rentrer à la Martinique pour dispenser ces recherches-là. Donc, il fallait juste une chaire. J'étais qualifiée par le Conseil national des universités, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes collègues qui sont nommés à des postes. Moi, je suis qualifiée par le Conseil national des universités, donc je méritais plus que jamais ce poste qu'on m'a refusé. Et du coup, c'est ma liberté, entre guillemets, mais un chercheur peut-il être autre chose? Ma liberté de avant ça, tu n'as pas été maître de conférence J'ai été associée. J'ai été maître de conférence associée. Mais ça, c'est un statut, si tu veux, précaire, qui dure un certain temps. C'est comme si tu as un CDD pour être maître de conférence. Tu as un CDD, tu es traité comme maître de conférence, etc. Mais tu ne l'as pas à vie. Quand tu es maître de conférence qualifié et désigné à un poste, tu fais ta carrière et tu peux continuer à monter, devenir professeur et d'autres choses si tu veux. C'est ce dont on m'a privé. Donc, quand j'ai écrit, j'ai réfléchi Donc, on est sur la parole d'opposition. La parole d'opposition, c'était pour dire à quel moment tous les gens qui venaient à moi me disaient « Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que tu te protèges? Est-ce que ci? Est-ce que ça ?» Donc, j'ai été un peu étonnée de ces questionnements-là et je me suis demandé « Est-ce que les gens voulaient me dire de me taire ? Est-ce qu'il me disait que la société... Ça dérangeait en quelque part? Oui, ça dérange.
Ou est-ce qu'il me disait que je suis dans une société très méchante et qu'il faut faire attention? Est-ce qu'il me disait, qu'est-ce qu'il voulait me signaler par là? Donc, en questionnant et en voyant les contre-coups de ma liberté de parole, j'ai compris effectivement que notre peuple est très au courant de la violence de notre société, c'est-à-dire que les gens se taisent, on leur reproche de ne pas parler, mais les gens se taisent parce qu'au fond, ils savent que parler dans cette société-là à des comment tu t'exposes à des on s'expose à des des représailles. Alors elles sont parfois visibles, pas visibles. Moi, mais les représailles, c'était à l'université. Empêcher, c'est les plus grands pontes qui ont décrété, ne jamais lui permettre d'accéder à l'université, lui barrer toutes les routes, l'empêcher d'accéder à toutes les compétences que j'ai grâce à mes diplômes, etc. Et puis, aux expériences, parce que j'ai énormément d'expériences. Tu as vécu, expérimenté, tu as fait pas mal. Tu as fait beaucoup de laboratoires aussi, non? Beaucoup, et puis j'ai été expert dans plusieurs grands cas en Guadeloupe, en France, ici. Actuellement, je fais partie des experts nommés par la Haute Autorité de Santé. Sur la question du ou de la chlordécone. De la chlordécone, c'est une molécule. Voilà. On va passer au chapitre 2. Alors là, c'est donc, attends, je voulais... toujours sous le 1, tu voulais lire un truc? Non, je voulais juste te dire que à la fin, j'ai essayé de comprendre d'où venait la peur, comment elle était régulée, et donc j'ai une toute petite partie qui s'appelle comment fonctionne la peur dans le cerveau. Quelle est la partie du cerveau qui gère les émotions? Ces émotions sont situées tout près de l'hippocampe, donc c'est un petit organe qui véhicule dans le cerveau, qui diffuse dans le cerveau une sorte d'hormone. Et donc, c'est à partir de là que se diffuse donc ce qu'on appelle l'hormone de la peur. Et on a le circuit de la peur. Donc, j'ai proposé un petit schéma pour voir. Tu as l'amygdale, l'hypothalamus, donc qui reçoit la... Donc, il y a des croquis, mesdames et messieurs. Donc, c'est pas... Tu penses que c'est pas difficile à lire également? Enfin, non, il faut prendre un petit peu de temps. C'est plutôt les initiés quand même. Non, regarde. À tout le monde, Ici, tu as la peur. D'où est-ce qu'elle est générée, un croquis. Et tu as la peur et tu vois comment elle se diffuse et comment elle freine les gens. Donc, ce que je leur dis en citant un auteur que je cite assez souvent qui s'appelle Ashish Nandy, prendre au sérieux l'idée de résistance psychologique au colonialisme ne va pas sans une certaine prise de responsabilité. Autrement dit, tu ne peux pas te contenter d'avoir peur et te taire. Chapitre 2 maintenant, Juliette, on va aborder une autre thématique, la décolonisation à travers la déconstruction des concepts. Voilà. Tu t'expliques là, c'est le chapitre 2. Hein? Oui, c'est une universitaire qui est en Angleterre, en UK, aux universités de UK, qui s'appelle Maria Castro Romero, qui vit avec un Martiniquais, ou qui a en tout cas quelque chose à voir avec la Martinique, et qui me posait des questions sur, si tu veux, l'écologie du bien-être, etc., et en rapport avec le mouvement de décolonisation. Donc c'est une interview qui est publiée dans une revue de psychiatrie, mais qui est vraiment destinée à un public très spécialisé. Donc, et puis elle l'a diffusé en anglais, parce qu'elle l'a traduit en anglais. Deconstructing the Concept of Decolonization. Donc je me suis dit, j'ai repris ma version française et je la mets à portée de notre public parce que il s'agit accessible, etc. Et puis il s'agit de bien montrer aux gens que nous avons une réflexion sur ce que signifie décoloniser, que la chose est rendue difficile, mais que nous ne sommes pas obligés de passer par si tu veux, par les voies de ce que nous disent les universités, etc. Nous pouvons aussi trouver nos voies personnelles. Et je vois que à travers la réappropriation de notre culture, de notre africanité, de notre indianité, dans ce chapitre-là, tu as parlé de l'Afrique également, la décolonisation en Afrique, les Patrice Lumumba, j'ai pas, non, mais ces noms-là, mais j'évoque tout ce mouvement
qui est que, oui, nous parlons franchement de tout ce qui peut nous permettre de comprendre que dans le monde est en train de bouger et que même quand les pays colonisateurs nous briment, nous freinent et nous font souffrir de tout ce que nous voyons là, eh bien, nous avons des solutions. C'est comme dit Ashish Nandi, c'est pas parce qu'on est colonisé qu'on arrête de se battre pour défendre son humanité. Eh bien, la transition est bonne avec justement la troisième thématique, le troisième chapitre. La vie du merveilleux, la vie, l'opinion du peuple compte. Alors là, lorsqu'on se dit, mais finalement, le principe de la... Alors, la vie du peuple compte. La résonance donc, même, qu'est-ce que tu cherches? Alors, la vie, comme l'a dit, je pense... Mon opinion, je pense telle chose. Je pense, donc je dis ce que je pense, ou la vie, ma vie en tant qu'être humain sur Terre, qui devrait prendre sa place. Or, pendant la période Covid, eh bien, la vie des êtres humains que nous sommes, enfin, j'espère qu'ils n'ont pas réussi à nous décrocher de l'humanité, nos vies ont été menacées par les politiques qui ont été mises en place de refus de pratiques de médecine alternative, de nos atomodromes, comme une élue les a nommés, etc. Et nos vies ont été en danger aussi par le décrochage, puisqu'il n'y avait pas assez d'oxygène, pas assez de lits d'hôpitaux, et qu'on a demandé aux gens de venir dans les hôpitaux lorsqu'ils sentiraient de prendre un Doliprane, d'attendre, de sentir qu'ils ne pouvaient plus respirer pour ça. Donc nos vies, la vie en tant que telle. Et puis la vie, l'opinion, lorsque nos publics ont dit qu'ils n'acceptent pas ce vaccin qui est à un stade expérimental et avec beaucoup de spécialistes qui nous disaient qu'il fallait se méfier, etc. Eh bien, cet avis-là a été contré et a été retourné, rejeté sous forme de mépris, sous forme de etc., en utilisant massivement une élite qui était au service du système, on va dire ça. En continuant, alors ça m'intéresse beaucoup. Mot pour enchaîner. M-O-T-S, hein. Mot, ok, la maladie, mot inguérissable. Alors pourquoi? C'est un jeu de mots, quoi. C'est un jeu de mots. Mais comme tu vois dans plusieurs de mes articles, j'associe des concepts comme ça pour si tu veux, pour qu'ils s'entrechoquent et que ça nous interroge de manière un petit peu plus, on va dire que ça ait des effets plus palpable. Donc, lorsque, je ne sais pas si le public se rappelle de la venue du professeur Boris Cyrulnik, venue organisée par Tous Créoles. C'est un très bel article. Hein. J'avais pris beaucoup de temps, le temps de l'écrire. Il était publié dans Résilience ou Manipulation, puisque le thème de la venue de ce professeur, c'était la résilience. Et finalement, on a vu qu'il y avait une magistrale œuvre de manipulation derrière ça, organisée avec Tous Créoles. Le professeur Cyrulnik qui était instrumentalisé dans cette histoire-là, Errol Flynn, je ne sais plus son nom, de Guadeloupe, le psychologue de Guadeloupe qui est venu aussi frapper du tambour de la résilience, professeur Charles Nicolas, etc. Avec André, Madame André, Livy Pierre Charles, sont des gens qui étaient dans une association et il fallait nous obliger à dire que la société était violente parce que nous n'étions pas assez résilients et que nous n'abandonnions pas l'idée de l'esclavage. Donc on nous demandait de mettre ça derrière nous et j'ai expliqué pourquoi c'est de la manipulation. Alors le chronomètre tourne, Juliette. Alors là, j'arrive à un chapitre qui est intéressant, qui m'interpelle. France Fanon, peau noire, masque blanc, etc. Tout le monde connaît. Docteur Fanon, confiant un roman là-dessus, l'insurrection, etc., de l'âme. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc il te raconte la pédagogie de Fanon en système hospitalier. Alors, pourquoi tu as inclus Fanon dans toute cette réflexion? Parce que c'est un article qui est assez récent aussi, que j'ai publié dans une revue qui s'appelle Esprit et qui est aussi destiné à des universitaires, donc en vase clos. J'ai écrit, pas sur Fanon, j'ai écrit sur Peau noire et masque blanc, qui est un ouvrage qui m'a toujours
toujours dérangé. Je suis désolée de choquer les idolâtres de Fanon, parce que moi-même, j'en fais partie. Je ne peux pas... Mais pourquoi tu dois te faire taper sur les doigts? Parce que pour Noir Masque Blanc, il y a le côté professionnel et puis il y a le côté politique, évidemment. Non, c'est pas le côté politique. Ouais. L'homme noir qui est décrit dans Peau noire, masque blanc est une caricature. D'abord, c'est une couleur. Il n'est pas un être anthropologique. C'est un colonisé, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est vraiment dans, si tu veux, une sorte de déclinaison de soi qui le ridiculise. Et ce que j'ai refusé dans Peau noire, c'est, si tu veux, la manière de présenter comment Fanon va amener ce livre-là. Et donc, je prends le temps d'expliquer l'origine de Fanon à la Martinique et le fait qu'il n'a pas vécu les réalités de rejet raciste ou racialiste que vivent les Noirs. Fanon est plutôt d'un... regard de l'extérieur. Enfin, non, Fanon est plutôt d'un milieu mulâtre et donc un vécu comme ça. Donc tout le premier moment de ça, c'est de dire que Fanon vit le noir et le présente. Parce que ce livre-là est traduit dans des centaines de langues. Et le monde entier a cette vision du noir. Et même quand le noir devient très sérieux aux yeux du monde, il y a toujours cette autre image qui l'a caricaturé. Et Fanon passant pour un noir aux yeux du monde. Il a fait la promotion de cette image-là, en quelque sorte. Non, mais c'est ça que je remets en question. Et je dis donc, on va pas l'idolâtrer, mais en même temps, d'avoir attiré l'attention de nous, notamment sur ça, n'empêche pas que nous sachions. Moi, pour moi, Fanon, c'est celui de l'Algérie et de tout ce qu'il a apporté, mais c'est celui surtout de Les damnés de la terre. Les damnés de la terre. Lorsqu'il c'est deux trucs différents. Non, mais ce sont deux. Et je ne comprends pas pourquoi on présente Fanon d'un trait. Non, il y a deux Fanons. Et il y a un Fanon qui a compris donc qu'il était un noir après être passé par le stade mulâtre avec les bénéfices, les avantages sociaux qu'il en tirait. Alors, on passe au chapitre 7 maintenant, servilité ou domination incorporée. Alors là, saisi par la complexité du truc, servilité, domination. Oui, mais ça c'est la réflexion. C'est autour de la réflexion de... Ça c'est toi ça, Non, c'est autour de la réflexion de Moshoashi qui a écrit... Moshoashi, oui. Oui, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle... voilà les gars, je trouve qu'il n'est pas assez valorisé en Il n'est pas valorisé. Monsieur Pierre-Louis de son nom, c'est mon nom même qu'on a... Cet esprit, tout ça. Oui, c'est sa femme qu'on entend. C'est sa femme qu'on entend autour de la question de l'octroi de mer. Moshoashi, c'est un poète aussi, il ne faut pas oublier aussi. C'est un très grand écrivain. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cet article qui existe depuis un certain nombre d'années autour de la donc servilité aux dominations incorporées. C'est contribution à l'ouvrage Éloge de la servilité de André Pierre-Louis alias Moshoashi. Donc il faut que les gens qui ne connaissent pas aillent lire les autres articles de ce texte Éloge de la servilité où il met en avant nos travers et où il parle de le Martiniquais. Donc moi, je développe tout ça. Le Martiniquais, c'est quoi? Et surtout, son idée de ce qu'il a appelé le cas martiniquais. Qu'est-ce que le cas martiniquais de type fanonien, par exemple? Et qu'est-ce que le cas martiniquais de type népolien, quand on a connu Népole parlant de nous, du métissage, etc., qui est une horreur? Eh bien, voilà. Donc, l'objet, il parle du tourisme, etc. Donc, c'est un article qui est très, très riche aussi. Et ça m'a donné l'occasion d'entrer dans les notions de corps, puisque tu as vu qu'avec le Covid, dans le livre qu'on a publié sur le Covid, il y a aussi une contribution de Moshoashi sur le corps. Le corps. On passe au chapitre 7. Mais justement, ce que je disais à Juliette à l'instant là, il y a des personnes comme Moshoashi qui ont fait un travail considérable. Je trouve qu'on n'a pas assez valorisé. On les voit pas parce que leur discours... Ça arrive dans le dernier chapitre, Gondé misère des intellectuels, mais c'est ça en fait. Oui, on les voit pas. Eh bien, ils dérangent aussi.
Non, Grandeur et misère. Celui-là, c'est Mabankou. Alors, j'avais fait une grande émission. Attends, on est à cette inservilité ou domination. Non, alors, pour finir avec Monshoashi, ouais. donc c'est un article qui est publié dans ce cadre-là, il y a déjà, je ne sais pas, dans les années peut-être 2007, non, je ne sais plus, ou 2012. Mais ce qui est important, c'est la somme de connaissances, voilà, que cet article m'a permis si tu veux, de mobiliser. Et comme pour tout le livre, hein, chacun de mes articles sont des petits ouvrages. Mais j'ai préféré en faire. C'est pour ça que ça paraît un peu gros, mais on choisit de le lire comme on veut. Mais Monshoashi mérite absolument son livre Éloge de la servilité. Et il parle surtout du fait que nous sommes des personnes qui font comme. Et si on a bien compris ce que ça veut dire, ce petit adverbe-là, comme, on n'est effectivement jamais dans je suis, dans l'être, mais dans l'imitation, dans l'assimilation, dans l'aliénation. Et tout son travail consiste à dénoncer cette aliénation. Oui, une fois je lisais sur France Inter un article de Chamoiseau, les intellectuels en Martinique sont obligés de se cacher. Et je vois que ça correspond exactement. Grandeur et misère des intellectuels noirs. Oui. Alors là, ça m'interpelle, ça. Alors, grandeur quand ils sont au service de leur peuple. On fait des éloges, comme ça. Grandeur quand ils sont au service de leur peuple. Et misère quand ils sont au service d'idéologies comme celle que Tous Créole a fait endosser à ce monsieur, qui est venu faire une conférence sur pour en finir avec les sanglots de l'homme noir. Et donc, quand on a suivi ces déballages dans les médias, quand on a compris ce qu'il racontait, etc., lors de la conférence organisée par Tous Créole, on a compris que c'était quelqu'un qui venait, encore une fois, cracher sur son peuple. Et donc, j'ai décidé... ce sont des ouvrages collectifs, sauf celui de Monshoashi, mais que moi, j'ai... à l'initiative de laquelle je suis, ou desquels, puisque ce sont plusieurs ouvrages. D'accord? Donc l'un s'appelle Manipulation, Résilience aux manipulations, et l'autre c'est Covid, la société martiniquaise face à elle-même. Et là, c'était avec Mabankou, grand écrivain devant l'éternel, que la France et les puissances étrangères encensent, qui est un monsieur d'origine congolaise, qui est installé en France, qui a été incapable de trouver un poste et de faire une carrière en France, qui a dû partir aux États-Unis, mais qui continue quand même à servir la France dans une posture de servilité, etc., etc. Donc, quand j'ai entendu ce discours, je me suis dit, c'était parlé en 2017, tu vois, j'ai pris ma plume, j'ai d'abord invité quelques collègues universitaires penseurs à faire cette émission qu'on peut trouver sur Zouk TV dans mon émission Raison pratique. Mabankou. Nous recevons Mabankou à ce moment-là. Donc, j'ai pris ma plume, j'ai écrit un grand texte en format A4 qui faisait presque une quarantaine de pages, qui a été, que j'ai envoyé à CN News de Caraïbes, Créole News en Guadeloupe, qui l'a diffusé et qui m'a dit qu'un article n'avait jamais atteint un tel nombre de vues. Mais je me suis dit, vu le travail important que j'avais fait, voilà, je peux aussi laisser, parce que beaucoup d'Africains m'ont dit que c'est grâce à mon analyse qu'ils ont compris qui était Mabankou. Et Mabankou a dû rectifier sa posture après. Ouais. Je vais demander à Manuela quand même de repasser la jaquette, la couverture, si vous pouvez. Voilà. Donc, Florilège, donc, il est sorti, le bouquin, il est déjà en librairie, est-ce qu'on va le trouver? Est-ce que tu auras une séance de... C'est pas moi. Oui, pour le moment, il est à la FNAC et à Cultura, mais je demande à mes lecteurs qui auraient déjà acheté l'ouvrage de me pardonner parce que pour le texte numéro 3... La vie du peuple. Oui, en fait, j'ai donné
la version non corrigée. Et donc, j'ai relevé un certain nombre de coquilles. Mais je vais mettre un additif ou des errata. Des errata. Donc, donc, excusez-moi, chers lecteurs, si vous l'avez déjà. C'est vraiment le seul texte qui a ce problème. C'est le plus récent, mais c'est aussi que quand j'ai fait le montage, j'étais très malade. J'avais à choper je ne sais quelle vieille bactérie. Enfin, bref. Et du coup, j'ai changé comment te dire ça? J'ai confondu les versions. Wow. Donc, on le trouve pour le moment à la FNAC et au machin, et à Cultura. Mais aujourd'hui, que j'ai l'opportunité, donc, avec ton aide et celle de For You, Mano, etc., Manuela, on en fait, on va dire, on lui donne une existence officielle. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris que absolument il vous faut avoir cet ouvrage où sont déclinées pas mal de thématiques, etc. C'est très, très, très important. Juliette Esmeralda, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt sur Merci, merci Michel.